Monsieur le Président Lamberts, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le professeur, cher ami Gilbert, Mesdames et Messieurs, c'est un vif plaisir d'ouvrir cette conférence organisée par la Fondation Jean Monnet pour l'Europe en partenariat avec l'Université de Fribourg et l'ambassade du Royaume de Belgique en Suisse. J'aimerais aussi remercier l'Université de Lausanne, sa direction et ses services de leur précieux soutien à l'organisation de cet événement, ainsi que mes collègues de la ferme de Dorigny. Dans un instant, le président Karl-Heinz Lamberts va nous délivrer sa conférence magistrale ayant pour titre « Relancer l'Europe depuis les territoires ». Monsieur le Président, nous vous sommes infiniment reconnaissants d'être avec nous en ce jour. La conférence sera suivie d'une discussion et d'une session de questions-réponses animée par Gilbert Casasus, qui est professeur en études européennes de l'Université de Fribourg. Notre conférencier, M. Lamberts, a été élu président du Comité européen des régions en juillet 2017, après en avoir exercé les fonctions de vice-président durant un mandat de 2 ans et demi. Il est également membre du Sénat belge en tant que représentant de la communauté germanophone. Au bénéfice d'une formation universitaire de juriste, Karl-Heinz Lamberts est devenu en 1981 député au Parlement de la communauté germanophone. De 1990 à 1999, il a été titulaire de différents portefeuilles ministériels dans le gouvernement de cette communauté. Il en a ensuite été ministre-président de 1999 à 2014, avant de devenir président de son Parlement jusqu'en 2016 et à sa prise de fonction au Sénat. Depuis l'an 2000, Karl-Heinz Lamberts fait partie du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, dont il exerce actuellement la vice-présidence. Il est membre du Comité européen des régions depuis 2001, dont il a dirigé le groupe PSE de 2011 à 2015. Le Comité européen des régions est un organe consultatif de l'Union européenne. Il a été créé en 1994 suite à l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. Il est l'assemblée des 350 élus locaux et régionaux issus de l'ensemble des États membres de l'Union. Sa mission consiste à associer les collectivités régionales et locales et les populations qu'elles représentent au processus décisionnel de l'Union européenne et à les informer au sujet de ces politiques. Le Comité des régions possède notamment aussi la compétence de saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un texte de loi de l'Union viole le principe de subsidiarité ou ne respecte pas les compétences des collectivités régionales et locales. J'aimerais maintenant inviter M. le Président Lamberts à venir à la chaire pour délivrer sa conférence. Excellences, cher Monsieur Grain, Mesdames, Messieurs, en vous écoutant, je me suis rendu compte d'une chose. Avec tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie, il y a une certitude. Mon expérience politique est définitivement plus longue que mon espérance de vie politique. Ça peut rendre triste, mais ça vous donne aussi une certaine liberté. Quand on m'a invité de venir parler de l'Union européenne et de son avenir vu par les collectivités territoriales, je me suis dit si c'est vraiment le bon endroit. La Suisse et l'Union européenne, c'est une histoire très particulière. Est-ce que je ne devrais pas plutôt parler de cela ou dévier sur le Conseil de l'Europe? Là, la Suisse est membre à part entière et très active. Parce que quand on dit l'avenir de l'Europe, il faut bien se rendre compte d'une chose. L'Europe ne s'identifie pas à l'Union européenne. Et l'Europe ne s'identifie pas non plus au Conseil de l'Europe. L'Europe est un continent
avec beaucoup de composantes. Je m'en suis encore rendu très concrètement compte, il n'y a pas plus que 3 jours, quand j'ai participé à une grande conférence sur les régions russes à Saint-Pétersbourg. Et en discutant avec le nouveau gouverneur de Saint-Pétersbourg, je me suis bien rendu compte que faire de la politique européenne aujourd'hui, c'est un enjeu très complexe, mais passionnant. L'Europe. L'Europe a très longtemps cru qu'elle était l'ombrelle du monde. Certains le croient encore aujourd'hui. À tous ceux-là, je lance souvent le conseil, mais regardez une fois une carte du monde. Pas sur un globe, mais sur une table. Alors vous vous rendez compte de 2 choses. D'abord, l'Europe est un des plus petits continents de notre Terre. Et puis, c'est de loin celui qui a la plus haute densité en frontières nationales. C'est extraordinaire par rapport aux autres continents. Et si vous allez alors, avec un zoom, technologie moderne oblige, sur cette carte, vous allez voir aussi que derrière les États nationaux créés autour du XIXe siècle, il y a une multitude de régions, parfois beaucoup plus anciennes que les États, et très souvent aussi influencées par une histoire où leur appartenance aux États a été très fluctuante. En effet, ces frontières, qui sont déjà si nombreuses, ont aussi très souvent bougé. Bougé d'une manière violente. Ce qui fait des cicatrices. Et s'il y a quelque chose qui est important pour un continent comme l'Europe, c'est qu'il trouve sa cohésion et que de ces cicatrices de l'histoire, on arrive à faire des joints très forts qui sont le fondement de la cohésion. Et c'est pour cela que la coopération transfrontalière en Europe est quelque chose de particulièrement important. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis levé ce matin à 3 heures dans mon lit à Eupen pour prendre l'avion à Bruxelles pour aller participer depuis 10 heures à une conférence à Genève sur les dimensions fiscaux de la coopération transfrontalière. Très technique, mais très passionnant quand on va au fond des choses. Et comme je suis d'origine prussienne, germanique, je dis il faut toujours optimaliser ton temps. Quand tu auras fait les choses un peu plus fastidieuses, tu dois avoir l'opportunité de faire quelque chose de très agréable. C'est pour ça que j'ai, avec grand plaisir, répondu à votre invitation de faire une conférence ici. Mais le problème, c'est qu'elle ne doit pas seulement être agréable pour moi, mais surtout pour vous. Ça veut dire que je dois être assez bref, mais vous savez ce que ça signifie quand un politicien dit qu'il va être bref. Souvent, il allonge. Mais je ferai quand même un effort parce que je voudrais surtout discuter aussi avec vous. Et pour pouvoir discuter, je vais me permettre de lancer quelques idées comme ça, en espérant qu'elles vous empêcheront de vous endormir et qu'elles vous initieront à poser une autre question. Oui, je dois faire un aveu. L'Europe m'a toujours fasciné. Je suis même entré en politique avec une expérience très européenne, 68. Je suis la première fois, à l'âge de 16 ans, à une conférence internationale avec des jeunes à Bonn-Bad Godesberg. Et on est ensemble avec des jeunes de toute l'Europe. Et notamment une délégation très forte, très nombreuse, très agréable. Il y avait des jeunes filles très intéressantes. À l'époque, j'étais plus prudent, plus calme qu'après, mais c'était fantastique. Et puis, en plein réunion là-bas, tombe l'information, les Russes ont occupé Prague.
Et cela m'a profondément impressionné, ce que j'ai vécu avec ces jeunes de la Tchécoslovaquie à ce moment-là. Et ça m'a vraiment fait découvrir l'importance d'une Europe unie, où ce genre de choses ne serait plus possible. C'est pour ça que j'étais, comme beaucoup d'autres, heureux dans la nuit, quelque part en novembre 1989, quand le mur de Berlin tombait. À l'époque, je n'étais plus en train de sortir avec des jeunes tchèques, mais je revenais d'une réunion de travail de Bruxelles, sur l'autoroute, et j'écoutais toujours le programme de nuit de la ARD, à la radio. Et là, on annonçait ça. Je me suis arrêté sur l'autoroute parce que j'étais tellement ému. Et l'élargissement de l'Union européenne était quelque chose d'extraordinaire. On a aussi eu des sentiments très enthousiastes quand on a eu la monnaie commune. Pour moi, ça voulait dire que je ne devais plus me promener avec 3 monnaies dans ma poche, des gulden, des florins néerlandais, des marques allemands et des francs belges. Il y avait une seule monnaie. Si j'avais été plus prévoyant, à ce moment-là, j'aurais pu déjà savoir que faire une union monétaire sans continuer davantage avec une union économique, ça ne peut pas marcher très bien éternellement. Mais néanmoins, pour moi, ça reste un grand acquis. Et c'est avec grand plaisir que j'ai constaté ce matin, en prenant un taxi de l'aéroport de Genève au centre-ville, que quand je payais avec ma carte, je pouvais faire le choix, en francs suisses ou en euros. Et mon conseiller, qui était mathématicien, a dit, mais le taux de change est bon, paye en euros. Mais l'Europe a pour moi encore autre chose. L'Europe, pour moi, c'est aussi le souvenir de mes grands-parents et de mes parents. Quand j'avais 10 ans, je me souviens encore vaguement, je discutais avec mon grand-père et comme toujours dans ce genre de choses, on discute, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Mon grand-père étant un fermier qui a rarement quitté son village. Alors il me disait, mais tu dois absolument faire des études. Et surtout, un conseil, ne fais jamais de la politique. J'ai suivi le premier conseil, pour le deuxième, c'était un peu différent. Mais pourquoi m'a-t-il dit ça? Il m'a dit ça parce que pendant toute la première partie du XXe siècle, lui et tous les autres habitants de ma région germanophone entre l'Allemagne et la Belgique ont vécu 3 changements de nationalité. Mon grand-père est né allemand. Il était juste un peu trop jeune pour aller à la guerre avec les Allemands, dans la Grande Guerre. Puis le traité de Versailles a fait de notre région une partie de la Belgique, avec une phase de transition très difficile, et c'était la Société des Nations, quelque chose qui joue un grand rôle ici quand on parle de Jean Monnet, avait imposé un référendum pour faire définitivement entrer en vigueur ce changement de patrie, mais la manière de faire ce référendum était un peu bizarre. On avait mis quelque part des listes, et ceux qui voulaient le retour en Allemagne devaient s'inscrire dans la liste, et puis dès qu'ils étaient inscrits, on les prenait et on les ramenait à la frontière. Donc il y a 22 personnes qui ont fait ça. Ce n'est pas tout à fait ce que le traité de Versailles avait prévu, mais la Société des Nations l'a quand même accepté. Et en 1940, le régime hitlerien envahit la Belgique et procède à une annexion de ces anciens territoires allemands qui redevenaient non pas un territoire occupé, mais une partie de l'Allemagne, même si l'annexion était juridiquement contestable d'après le droit international public, mais il sortait ses effets. Un des effets très importants pour ma famille, c'était le fait que
Mon père a été enrôlé de force dans l'armée allemande sur le front de l'Est. Et si moi je suis ici, c'est parce que lui, il a été blessé et a été sorti de Stalingrad avec l'avant-dernier avion qui a quitté ce champ de bataille. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on redevient belge. Mais les Belges ne font pas une grande différence entre les gens des territoires occupés et annexés, ce qui a donné lieu à des répressions assez irrationnelles, qui ont d'ailleurs toutes été annulées par après. Mais tout le monde qui défendait la culture allemande et la langue allemande dans ma région était suspect. Est-ce que c'était un nazi caché? Donc toute la première partie du XXe siècle a été un va-et-vient au-delà des frontières. Et c'est la raison pour laquelle mon grand-père m'a donné le conseil auquel j'ai fait allusion il y a quelques instants. Et puis, justice, il y a quand même, le cours du monde a changé. La Belgique a commencé à se transformer en État fédéral. Pas tout à fait comme la Suisse, mais il y a beaucoup de parallèles. Et je suis souvent invité avec des politiciens suisses à Bruxelles pour faire des comparaisons entre le régime fédéral suisse et le régime fédéral belge. Alors j'explique toujours que la Suisse est compliquée et que la Belgique est simple. On ne me croit pas toujours, mais en fait, c'est pas tout à fait faux, parce qu'il est toujours compliqué ce qu'on ne connaît pas. Et quand on connaît les principes fondamentaux à la base du fédéralisme belge, alors ça devient archi simple. Il y a juste quelques boîtes noires qu'il faut comprendre, mais ce n'est pas le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir ça, il faut m'inviter une nouvelle fois. Mais ce va-et-vient a donné à ces germanophones de Belgique alors la possibilité d'être partie prenante dans un processus de fédéralisation, où, pour des raisons liées aux relations un peu difficiles entre flamands et wallons en Belgique, on a créé un État fédéral qui, si on fait bref, a 4 composantes, Flandre, Wallonie, Bruxelles et la région germanophone. Et même s'il est très petit, 854 km², 77 000 habitants, c'est quand même plus grand en territoire que la moitié des cantons suisses. Et il y a 8 cantons suisses qui sont plus petits en population. Il faut toujours se comparer à quelqu'un qui est plus petit. Ça vous grandit d'une certaine façon. Enfin, ça vous fait bien pour votre ego. Et la différence entre le plus petit canton de Suisse, Appenzell, Immerrhoden et Zurich, le plus grand, est plus importante que la différence entre la communauté germanophone et la Flandre en Belgique. Mais ça, c'est juste pour le droit constitutionnel comparé. Mais c'est important aussi pour autre chose. Si on parle des régions en Europe, ce qui est quand même, paraît-il, le sujet, il faut savoir une chose. Il ne faut jamais se mettre devant une carte avec des critères scientifiques et commencer à faire des répartitions de territoires en optimalisant les grandeurs et les efficacités, autre chose. Il faut d'abord toujours tenir compte des réalités historiques. Vous pouvez toujours essayer de fusionner les deux Appenzell, ou Bâle-Land et Bâle-Ville, ou pour ne pas parler que de la Suisse, Brandebourg et Berlin. Mais ces réalités régionales en Europe sont quelque chose de très très puissant, très ancré, et font d'ailleurs, de mon point de vue, partie des richesses de l'Europe. Europe qui a une diversité extraordinaire. Le tout est d'éviter que cette diversité conduise au chaos et de trouver le moyen pour forger à partir de cette diversité aussi une cohérence. Et cela peut se faire si on applique correctement le principe de subsidiarité et si on accepte toutes les conséquences d'une conception où
finalement, l'Union européenne n'est pas quelque chose qui se conçoit en 2 dimensions, mais c'est du vrai 3D, donc très braqué sur le futur, avec l'Europe, l'Union, les États, et alors un 3e niveau, une 3e dimension, les régions et les collectivités territoriales, que je mets pour la cause ici ensemble, encore que si on allait dans le détail, il faut un peu différencier. Et cela est très important si on veut résoudre une apparente contradiction. Qu'est-ce qu'elle dit, cette contradiction? Elle dit, avec Obama, quand il était encore président, d'ailleurs je préfère citer l'ancien que l'actuel, l'Union européenne est une des plus grandes performances de la 2e partie du XXe siècle. Et c'est vrai. Et c'est notamment dû aux initiatives visionnaires d'un Jean Monnet. L'idée de base, quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de mettre ensemble les 2 secteurs indispensables pour, à l'époque en tout cas, faire de la guerre, sous une gestion commune, pour éviter toute guerre future, c'est une idée géniale. Une idée qu'il faut reproduire, mais dans les circonstances du XXIe siècle. Il n'y a aucun grand défi qu'on peut encore soulever aujourd'hui comme État tout seul, qu'on soit aussi puissant que le Grand-Duché du Luxembourg ou Malte, ou si petit que la France ou la République fédérale d'Allemagne. Il y a, pour chaque grand défi, et je ne vais pas les citer parce que sinon ça devient trop grand, mais vous les connaissez aussi bien que moi, il faut agir au moins au niveau d'un continent. Et si cela est indispensable, il est plus que contradictoire et étonnant que l'Union européenne se trouve actuellement dans une vraie crise. Il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas de l'intégration, c'est de la désintégration qu'on parle très souvent. Et il y a beaucoup de problèmes à régler pour lesquels les solutions ne sont pas évidentes pour le moment. Mais si c'est vrai que l'approfondissement de cette union est indispensable si on veut correctement soulever les défis d'aujourd'hui, alors il faut se poser la question, mais pourquoi, de plus en plus, depuis quelques années, l'Union européenne n'est plus une source d'espoir, mais un objet de crainte et de peur, un ennemi, ceux de Bruxelles? Eh bien, la raison est très simple. C'est parce que le seul qui finalement est dépositaire du jugement final sur cette question, si l'Europe est bonne ou mauvaise, à savoir le citoyen européen, c'est lui qui a ce sentiment, même si majoritairement on trouve que c'est bien. L'Union européenne, 62% des gens le considèrent, mais il faut parler des 78 autres, des 38 autres pourcents. Si cette peur existe, c'est que l'Union européenne a échoué, en tout cas dans sa proximité par rapport aux citoyens, qui ne comprennent pas ce qui se fait au niveau de l'Europe, ou alors qui ont l'impression que ce qui les concerne, ce qui les préoccupe, n'est pas correctement pris en considération à ce niveau. Soit que ce soit vrai, et il y a des dysfonctionnements dans l'Union européenne, d'ailleurs dans un système de décision avec un triangle de Bermude comme l'Union européenne, Parlement, Conseil et Commission, il n'est pas toujours évident de prendre des décisions, ou alors parce que c'est une peur irrationnelle, alimentée par des populistes et des gens qui sont vraiment les champions de l'euroscepticisme et qui parviennent même aujourd'hui, inimaginable il y a encore quelques années, de former dans un pays fondateur de l'Union européenne un gouvernement avec 2 partis qui n'ont rien de commun, sauf l'ennemi, l'Union européenne. Parce que Lega Nord et Cinque Stelle, c'est très loin l'un de l'autre du point de vue de la programmation politique. Si je veux changer tout ça,
je dois me ressaisir et comprendre que celui que je dois convaincre, c'est le citoyen européen. Et c'est lui qui doit avoir la conviction intellectuelle et aussi émotionnelle que l'Union européenne a pour lui une vraie valeur ajoutée. Et si je veux réussir ça, je dois rapprocher l'Union des citoyens. Et la meilleure façon de le faire, et ce n'est pas un plaidoyer pro domo, c'est de passer par les responsables locaux et régionaux. Il y a en Europe quelques 100 000 communes, quelques 300 régions, quelques milliers d'autorités intermédiaires. Et ce sont toutes ces collectivités locales-là qui sont le premier front de la politique européenne, et c'est eux qui doivent être aussi convaincus que le président de la Commission européenne que l'Europe a une valeur ajoutée. Et là, le Comité européen des régions, que j'ai l'honneur de présider, peut jouer un certain rôle. Mais c'est ça le vrai enjeu. Et c'est pour ça que je plaide avec conviction pour une Europe qui tient mieux compte des territoires, qui se relance à partir des territoires et qui met vraiment en œuvre un système de multi-level governance ou de gestion à multiniveau qui intègre correctement toutes ces dimensions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait, pendant les 6 premiers mois de cette année-ci, un travail assez intéressant dans une task force que la Commission a créée sur base de la déclaration sur l'état de l'Union de Juncker l'année dernière, et qui avait pour objectif de faire des propositions en matière de subsidiarité. Cette task force de 7 personnes, le premier vice-président Timmermans, 3 représentants de parlements nationaux et 3 représentants du comité des régions, ont remis un rapport. Et dans ce rapport, nous avons essayé de définir une nouvelle approche de la subsidiarité, que nous avons appelée la subsidiarité active. On a 5 principes, on a 9 recommandations et une trentaine de mesures concrètes. Et il y a quelques jours, le 23 octobre, c'était hier, je crois. Non, avant-hier, hein, oui, il faut que je me rende. Avant-hier, la Commission a sorti une communication sur la question de la subsidiarité, et là-dedans, on retrouve très largement les conclusions de notre task force. Je dis notre parce que j'étais un des membres. On ne trouve pas tout, mais ça, on le rappellera le moment venu. Et il y aura dans quelques semaines, le 15 et le 16 novembre, à Bregenz, pas trop loin d'ici, dans le fort Arlberg, une grande conférence organisée par la présidence autrichienne de l'Union européenne sur la subsidiarité. Mais c'est cela qui est très, très important. Et si on veut que l'Union européenne soit à nouveau un protagoniste de l'espoir, il faut que les citoyennes et les citoyens aient la conviction solide que ce que fait l'Europe contribue à améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas simple à faire pour un tas de raisons, et notamment parce qu'on s'est rendu compte aussi que l'Union européenne a peut-être moins de choses en commun qu'on ne l'imaginait. La crise migratoire a fait découvrir ça, et c'est d'ailleurs pas seulement en Union européenne que ce problème se pose. Les référendums les plus pertinents dans un passé récent étaient d'ailleurs en Suisse. Cette crise migratoire a prouvé 2 choses. D'abord, que l'Union européenne était insuffisamment solidaire. Et je ne parle pas de ce qui s'est passé après 2015. C'était avant, longtemps avant, quand il y avait les premiers signaux à Lampedusa, en Italie, en Grèce, en Espagne, qu'on aurait dû agir autrement que de dire simplement appliquons les règles de Dublin.
On a raté cette occasion. Et puis par après, quand c'est devenu un peu plus difficile, on a montré, conseil après conseil, son impuissance à régler les choses. Et beaucoup plus grave, même quand on prenait des décisions juridiquement tout à fait solides, comme celle de distribution d'un certain nombre de réfugiés, certains pays pouvaient refuser de les exécuter sans que ça ait vraiment des conséquences. C'est comme ça qu'on se démolit soi-même vraiment d'une manière magistrale. Mais pourquoi c'est possible tout ça? C'est parce que le système décisionnel de l'Union européenne, grand défaut du traité de Nice, n'a pas été adapté à une Europe avec 27 États ou 28 États. On a continué largement les règles qui existaient quand on était calmement à 6 ou à 12 ou à 15. Et de ces problèmes, on subit toujours aujourd'hui les conséquences. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais malheureusement, pour le changer, il faut l'unanimité. Donc, c'est presque un cercle vicieux. Donc, la conclusion pragmatique, c'est, quoi qu'il en soit, avec les systèmes de décision, il faut arriver à régler un certain nombre de problèmes. Et ce qui se passe actuellement avec le budget italien, c'est aussi un problème un peu de ce genre. On a des règles de convergence pour le pacte de stabilité et de croissance qui ont d'ailleurs mené parfois à une austérité un peu aveugle et qu'on peut aussi critiquer à de nombreux égards. Il faut de la souplesse et du pragmatisme en la matière. Mais si évidemment l'attitude devient celle comme l'Italie la pratique maintenant, évidemment, il y a un gros problème. Et puis, il y a aussi un certain nombre de problèmes de valeurs. Il est fondamentalement inacceptable dans une union qui veut être une communauté de valeurs, comme l'a aussi bien dit dès le départ Jean Monnet et tous ceux qui ont été les pères de l'Europe. Ces valeurs doivent être partagées. Et il y a des choses qui sont des véritables no-go en matière de liberté, en matière de justice et aussi en matière d'attitude par rapport aux étrangers. Là, on a des problèmes de communauté de valeurs qui sont sérieuses. Mais comment résoudre cela? Ce n'est pas en faisant des débats démagogiques. C'est fondamentalement en cherchant le dialogue, même s'il est difficile, et je peux vous dire que c'est difficile. Je me souviens encore d'une discussion que j'ai eue il y a quelques mois avec un ministre actuel et un ancien ministre hongrois dans un beau restaurant à Budapest. Un bon restaurant, c'est plus important que beau. Hein. Un bon restaurant à Budapest qui voulait me convaincre du bien fondé de la notion de démocratie libérale. Absolument inconcevable. En plus, le ministre en question, c'était un ancien ambassadeur qui était une vraie connaissance, de moi. Donc, on a eu un entretien, comme on dit, franc, net et franc. Mais il faut continuer à mener le dialogue, c'est indispensable. Et puis, il y a aussi des dysfonctionnements qui sont des problèmes congénitaux. L'Union européenne, contrairement à ce qui était d'ailleurs dans les plans de Jean Monnet et des pères fondateurs, et contrairement à ce qui est inscrit dans les traités, cette Union européenne a construit un marché unique très solide, avec des règles très établies, mais le deuxième pilier, celui de la solidarité, est sous-développé, insuffisant. On vient juste, en novembre 2017, de faire enfin une fois le sommet du pilier social à Göteborg, avec quelques belles déclarations, et malgré la beauté de la brochure dans laquelle ces principes sont inscrits, ça n'a pas la même valeur juridique pertinente que toutes les règles de concurrence. Et il faut deux piliers. Il est fondamentalement inacceptable que dans un système aussi riche que l'Union européenne, un quart de la population vit en dessous ou tout juste près du seuil de pauvreté de son pays respectif. C'est inacceptable, impossible, et une Union européenne qui veut réussir doit absolument contribuer à solutionner ce genre de problème. Nous avons des problèmes aussi dans la capacité d'action et d'investissement des collectivités territoriales et des institutions publiques.
Là, on revient à la manière d'implémenter les règles d'austérité et les principes budgétaires en matière de déficit et de dette. Il y a un tas de dysfonctionnements qu'il faut régler, améliorer, et chaque fois quand on va en fond des choses, on va découvrir que ceux qui sont au premier front en la matière sont les collectivités territoriales. 70% des règles européennes s'exécutent au niveau des collectivités territoriales. De loin, plus que la moitié des investissements publics en Union européenne se font par les collectivités territoriales. Et s'il y a un manque d'investissement, si même en Allemagne, on reconnaît à beaucoup d'endroits une école au fait que c'est le bâtiment le plus délabré de la ville, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et tout ça, l'Europe doit arriver à le régler. Et là, je crois qu'il faut, dans chaque grand défi contemporain, commencer à identifier ce qu'on peut faire d'opérationnel près des gens, là où ils vivent, que ce soit en matière de climat, de mobilité, d'emploi, de formation, de solidarité sociale, de logement, pour ne prendre que ces quelques sujets. Il faut qu'on ait un système qui produit des résultats positifs sur place. Et pour le faire, il faut appliquer correctement la subsidiarité en laissant ce qu'on peut faire au niveau local et régional, faire au niveau national ce qu'il faut faire là-bas, et alors se limiter au niveau européen de faire vraiment ce qu'il faut régler à ce niveau-là pour que ce soit vraiment fonctionnel. Et là, l'Union européenne a parfois cette qualité, je dirais, morphologiquement très difficile, d'être à la fois un nain et un géant. Elle est un nain dans l'impact sur les grands enjeux du monde, dans la politique africaine, fondamentale pour l'avenir de l'Europe, dans la guerre de Syrie. L'Union européenne ne joue pas le rôle déterminant. Le seul vrai rôle de l'Union européenne, c'est d'accueillir les réfugiés qui sont le résultat de cet affrontement entre Iraniens, Russes et Américains par personne interposée là-bas. Mais on était un véritable géant pour régler parfois jusqu'au moindre détail des choses où il suffirait de mettre quelques règles en place et laisser le reste se faire par le national et par les collectivités territoriales. Et tout ça, il faut le changer, et il faut le changer fondamentalement. Bon, si je vois tout ce qu'on m'a préparé encore pour ce discours, vous devez accepter que ce sera pour une autre fois, parce qu'on n'arrivera jamais à terminer tout ça. Laissez-moi terminer avec une remarque fondamentale et immédiate. Le vrai test de l'opérationnalité de l'Union européenne aujourd'hui, c'est un accord sur les perspectives financières 2021-2027. Un enjeu très difficile, parce que vous savez que l'amitié s'arrête dès qu'on commence à parler d'argent. Vous savez ça, de par votre vie personnelle. Et ce débat, pour l'instant, il a quelque chose de surréaliste. Ce grand projet européen, qui est pour moi le plus important que nous avons à réaliser, donne lieu actuellement à un investissement qui correspond au prix d'une tasse de café par jour par habitant. Suivant le cas où je parle, je dis mais il faudrait au moins ajouter une bretzel en Bavière ou une bonne bière ou un sachet de frites en Belgique, et on peut continuer, et un bon morceau de chocolat. Encore là, je commence à avoir un problème avec mon identité belge. Mais bon, laissons aux Suisses, pour aujourd'hui, ce privilège, un bon morceau de chocolat suisse. On dépense exactement pour l'instant 1% du produit national brut de l'Union européenne comme budget européen. On va avoir les conséquences du Brexit. On veut faire un tas d'autres choses très nécessaires en défense, en migration, en frontières extérieures, mais tout ça avec si peu d'argent, c'est difficile.
Et alors, il y a des gens qui veulent alors toucher maintenant à ce qu'ils appellent des anciennes politiques, comme par exemple la politique de cohésion, ou la politique agricole, mais la politique de cohésion est un bel exemple parce qu'elle est au cœur même des préoccupations du Comité européen de région. Et pour cela, on discrédite alors cette politique de cohésion comme une ancienne politique qu'il faut changer par des trucs nouveaux. Et contre cela, on s'inscrit vraiment en faux, en disant non, la politique de cohésion n'est pas une ancienne politique, c'est une méthode de gérer ensemble, avec une approche multiniveau, au niveau de la conception et de la mise en œuvre, les grands défis d'aujourd'hui et de demain. Dans la politique de cohésion, qu'elle soit territoriale, sociale ou économique, les régions, les villes, les États et l'Union européenne font ensemble des projets qui contribuent à la cohésion en Europe. Et il est indispensable que toutes les régions, qu'elles soient plus pauvres, plus riches ou intermédiaires, soient associées à ça pour qu'on puisse vraiment, par la coopération, organiser la cohésion en Europe. Le mot allemand est encore beaucoup meilleur, Zusammenhalt. C'est vraiment ça qui est important pour l'Union européenne. Et une Union européenne sans une politique de cohésion très forte, pour moi, ce n'est plus l'Union européenne pour laquelle je me bats, parce que je considère que la cohésion fait vraiment partie fondamentale de l'ADN de l'Union européenne. Et pour cela, il faut se battre, ce que nous faisons d'ailleurs avec une Cohesion Alliance, qui couvre quasiment tout le territoire de l'Union européenne, qui a déjà connu maintenant plus que 8000 signataires de responsables de tout genre. Je reçois régulièrement au comité des régions des présidents de régions, des responsables de fédérations d'entreprises, et même un de vos voisins pas trop loin ici à Nyon, l'UEFA, pour signer cette cohésion. C'est d'ailleurs pour ça que je suis demain matin à l'UEFA. Elle a voulu signer l'Alliance pour la cohésion parce qu'elle veut montrer par cela que le sport est un signe très fort de la cohésion sociale, et c'est vrai. Et ainsi, on essaye un peu de mobiliser. Et ça sont des choses qui sont importantes et qu'il faut continuer à faire. Et dernière remarque, si on veut vraiment arriver à convaincre le citoyen, il faut trouver les moyens de dialogue avec lui. Alors pour l'instant, on ne sait plus se sauver le dialogue citoyen sur l'Union européenne. Il y en a de la Commission, du Comité des régions, des États. Le président Macron a initié toute une histoire qui va maintenant être présentée fin décembre, non, au début décembre. Mais ce qui manque parfois un peu, c'est une réponse à une question évidente, mais qu'est-ce qu'on advient de ces idées qui sont lancées? Quel est le suivi que nous organisons pour les citoyens après qu'ils aient participé à un dialogue? Et il faut aussi que ce soit des vrais dialogues et pas des opérations de public relations, ou des manifestations où, comme ici, il y a un politicien ou des politiciens qui viennent, qui tiennent des discours, et puis les gens retournent. Donc là, il faut un nouveau système de dialogue citoyen, et il faudrait le faire, à mon avis, pendant toute une période de législature du Parlement européen, pour avoir une nouvelle façon d'intégrer dans la décision européenne le dialogue avec les citoyens. Voilà quelques idées qui tournent autour de cette dimension territoriale de la politique de l'Union. Je viens de faire là-dessus, le 9 octobre de cette année-ci, une déclaration sur l'état de l'Union vue par les collectivités territoriales. C'est un beau document. On peut le trouver sur Internet. On en a même quelques-uns ici avec nous. Et si vous le prenez, mon collaborateur sera très content parce que comme ça, il ne doit pas les transporter de l'avion. Surtout comme on m'a fait un très beau cadeau d'un bouquin et je voudrais bien remplacer la place qu'ont pris ces documents par le très beau bouquin. Il faut aller au fond des choses. J'ai essayé de vous le dire, c'est ce que pensent les citoyens. Mais il faut aussi, dans des temps où les populistes se basent très largement sur des sentiments anti-européens pour vendre leurs marchandises, il faut avoir le courage de se battre. Et pour cela, il y a une très belle expression, une citation que je mets souvent à la fin de ce genre de discours,
et qui provient de la grande intervention de l'ancien président Joachim Gauck, allemand, en février, je crois, 2013, à Berlin, où il a dit qu'il faut mehr Mut für Europa. Il a dit, wir brauchen keine Bedenken, sondern Bannerträger. Keine Zauderer, sondern Zupacker. Keine Getriebenen, sondern Gestalter. Je ne sais pas si vous comprenez tous l'allemand, en tout cas c'est une très belle citation et c'est avec celle-là que je voudrais terminer mon intervention en me réjouissant déjà du débat que nous pouvons avoir maintenant. Merci beaucoup.